Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire, la data au service de la détection de fraude, en partenariat avec Finance Innovation, Milo, Credit Safe, Innovatic et Authentic Blockchain. Donc je me présente, je suis Alexandre Silam, responsable de la filière gestion et finance d'entreprise chez Finance Innovation. Finance Innovation, en quelques mots, on a un accélérateur de croissance pour les fintech. On accompagne aujourd'hui environ 500 entreprises dans leur business développement, dans leur levée de fonds et dans leur visibilité via des événements comme le prochain événement, le DAFD. Je vais passer la parole à Marvin Suzanne, senior consultant chez Nexialog. Merci Alexandre, merci à tous d'être présents pour ce webinaire la data au service de la détection de fraude. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Nicolas Hameux qui est Head of Product chez Milo, Cécile Poulet qui est manager sur la partie EMEA Strategic Alliance de Innovatic, Thierry Arnali, président fondateur de Authentic Blockchain, et Vincent Abdou Chakourou, qui est data analyst chez Credit Safe. Et donc je travaille chez Nexia Consulting, qui est un cabinet indépendant spécialisé sur les risques financiers, actuariels, voilà, quelque chose d'assez général. Donc dans un premier temps, chacun va se présenter un peu, parler de son entreprise. Puis on verra comment les différentes entreprises sont complémentaires et aussi différentes. Chacun pourra après montrer ses différents use cases. Et puis on finira par parler des enjeux de demain d'un point de vue réglementaire aussi. Et on finira par une dizaine de minutes de questions. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Thierry. Oui, bonjour à tous, merci Marvin. Pour commencer, je vais bien sûr présenter Authentic Blockchain. On est une startup qui a démarré son activité il y a bientôt 2 ans et notre sujet, la raison pour laquelle on a démarré, c'est l'explosion des fraudes et des falsifications de documents numériques qui sont apparus dans le secteur du droit et du chiffre à l'occasion du premier confinement. Donc, la digitalisation du secteur du droit et du chiffre, encore une fois, donc les avocats, les experts comptables, les directeurs juridiques et financiers, les notaires, etc. La fraude aujourd'hui a pris une ampleur assez gigantesque et notre objectif, c'est de leur fournir une preuve irréfutable pour empêcher complètement la falsification des documents qu'ils créent ou qu'ils reçoivent. Et pour arriver à ce résultat, on va extraire des documents, des informations de référence et utiliser la blockchain pour rendre ces informations impossibles à supprimer ou à modifier et en quelque sorte créer une référence à laquelle on va pouvoir comparer les documents qui seront échangés par la suite. Donc, en faisant de cette manière-là, on empêche la falsification de tout un tas de documents qui sont la base de notre système juridique et fiscal. Et on étend ce système maintenant à d'autres pays de l'Europe continentale. On a de la demande, par exemple, dans les pays germanophones. Voilà. Voilà la présentation rapide. Et puisque je vois sur le slide le logo Polygone, c'est bien entendu la blockchain qu'on a choisie pour amener ce service qui empêche la falsification. Bonjour, je vais enchaîner. Donc, enchanté et bonjour à tous. Nicolas Hameux, je suis le directeur produit du coup de la société Milo. Peut-être du coup sur la slide suivante, on a quelques infos. Donc très rapidement, Milo est une société qui a été créée en 2019 par donc Laurent Kosinski et Mohamed Adiri, qui viennent en fait du monde de la finance, de l'octroi de crédit. La société a été lauréate du coup du programme Scale Up Excellence là, cette année.
Et aussi, nous travaillons du coup sur une certification B Corp là, pour cet été. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On pourra peut-être l'évoquer parce qu'il y a un peu de côté data. Nos produits se résument en trois choses. Donc d'abord, on a tout un volet sur fraude à l'identité. Donc en fait, comment garantir que la personne en face de nos utilisateurs, donc nos clients, est bien celle qu'elle prétend être. Là-dessus, je pourrais rapidement évoquer ce qu'on fait, notamment avec de l'enrichissement. On a toute une partie fraude documentaire également qu'on met à disposition de nos utilisateurs. Et là, il y a des complémentarités avec certains partenaires qui sont aussi spécialisés dans l'OCRisation et la détection de faux documents. Et puis, on a aussi un volet d'open banking qui nous sert en fait à faire des analyses pour évaluer le risque et la solvabilité du coup des clients de nos clients. Sur la slide suivante, peut-être rapidement. Donc en fait, nos solutions ce sont en trois grandes parties. Je l'ai mis un peu sous l'angle justement data pour être dans le thème du coup d'aujourd'hui. Donc d'abord à partir d'une donnée envoyée par nos utilisateurs, donc nos clients, on vient déjà nous l'enrichir au maximum pour avoir un profil le plus précis possible avec des sources d'open data ou différents partenaires sur le client. Donc, on apporte cette valeur-là d'enrichissement de data. On a tout un axe avec différents types de modèles dont on reparlera pour automatiser la décision ou mettre sur la piste d'un profil à risque, donc donner des warnings. Et puis après, justement, l'autre dernier volet de data, c'est aussi cette partie qu'on travaille beaucoup autour de notre portail, qui est justement ce côté un peu data visualisation. Comment faire en sorte que tout ce qu'on collecte, tout ce qu'on traite comme données puisse être restitué de la meilleure manière pour faciliter, pour accélérer le temps de décision en fait des différents analystes de fraude de nos clients. Voilà le portrait rapide de Milo. Alors après, il y a une slide sur nos enjeux futurs, mais je pense que celle-là, on la fera du coup un peu après. Je ne sais pas du coup, Marvin, mais je pense que oui. Oui, on en parlera à la fin. Je vais passer la parole à Vincent, si vous voulez bien prendre la suite avec CreditSafe. Merci Marvin, bonjour à tous. Vincent Abdouchakourou, data analyst chez CreditSafe France. Je dis CreditSafe France puisque CreditSafe est un groupe international spécialisé dans la gestion du risque client et fournisseur principalement. Donc pour ce faire, nous collectons des données d'entreprise et nous sommes notamment connus, CreditSafe France, pour notre score de prédiction de défaillance, donc qui est calculé à partir de ces données d'entreprise. Et aujourd'hui, je présenterai un autre indicateur produit par CreditSafe, qui est l'indicateur Exception, donc qui présente certaines similitudes avec le score de prédiction de défaillance, dans son calcul et dans sa méthode de conception. Je pense qu'on présentera le détail par la suite, mais simplement pour placer les enjeux, la cible de cet indicateur Exceptions sont les entreprises qui pratiquent la fraude aux faux fournisseurs et aux faux clients notamment, donc des entreprises qui cherchent à duper par une fausse image pour obtenir des actifs sans en honorer la contrepartie. Je dis des actifs puisque cela peut concerner autant du matériel que des sommes d'argent. Donc on sait que c'est un sujet qui est croissant, qui prend de plus en plus d'importance, et surtout dans le monde digital dans lequel on vit, puisque l'information, vraie comme fausse, peut être produite plus vite et transmise plus loin et à moindre coût. Donc voilà pour le contexte. De la même manière que pour Milo, effectivement, ce que l'on voit à l'écran sont les réponses de CreditSafe et les perspectives pour l'avenir. Donc je pense qu'on y reviendra lors de notre échange. Très bien. Merci Vincent. Et maintenant, Cécile, si vous voulez bien pour la suite pour Innovatic. Bonjour à tous. Donc, je suis Cécile, en charge du business chez Innovatic. Qu'est-ce qu'on fait chez Innovatic? En fait, l'activité, c'est l'extraction intelligente de données dans des états financiers. Et de ce fait, nous facilitons et nous sécurisons l'accès au crédit, côté octroi comme côté emprunteur. Il y a des chiffres intéressants là qui sont parus par LexisNexis qui disent que
la criminalité financière dont fait partie la fraude, en fait, a coûté aux entreprises pas moins de 27 milliards d'euros en 2022 en France, ne serait-ce qu'en France. Et dans ce contexte, les établissements qui prêtent ont besoin de s'appuyer sur des données consistantes, authentiques, conformes et fiables sur leurs clients pour prendre les bonnes décisions dans leur outil de scoring. Et donc, pour les y accompagner, en fait, on a développé un SaaS. On existe depuis 20 ans chez Innovatic sur ce secteur de l'extraction intelligente de données. Et on a développé notre techno en SaaS depuis 2 ans pour répondre à ce besoin à la fois d'instantanéité et de conformité. Donc, on permet en fait d'accélérer le temps de traitement d'un dossier. On réduit le temps de réponse du prêteur à l'entreprise. On gomme un peu la complexité du parcours et surtout on garantit en fait l'authenticité des données. Ça, c'est grâce en fait à une techno propriétaire, brevetée, et puis notre équipe de production basée en France. Donc, on a clairement un modèle B2B qui s'intéresse avec nos clients, plutôt organismes de crédit ou captives, à l'étude en fait de leur client final, que ce client soit professionnel ou particulier. Et donc dans ce cadre-là, on s'intéresse en fait à la fraude qui est la fraude au prêt, c'est-à-dire le but d'un fraudeur, c'est d'obtenir un prêt dont il aura à peu près jamais l'intention de le rembourser. Et donc, il va du coup avoir un recours à de la fraude documentaire pour falsifier en fait les documents qui sont requis par les organismes de crédit pour étudier leur solvabilité. Et donc, c'est là qu'on se situe, nous, qu'on intervient dans la détection de données et de documents. Merci Cécile. Vous l'avez dit, pour prendre des décisions éclairées, il nous faut des données de bonne qualité. De manière générale, comment vous faites pour assurer voilà, la data quality tout au long de la chaîne de transformation? C'est un problème récurrent, j'imagine. C'est un problème récurrent qui fait partie en fait de notre ADN. C'est-à-dire de nous, dès le début, en fait, on a mis en place tout un process en fait hyper le plus sophistiqué possible en fait de check de data pour assurer la congruence des données qu'on délivre en masse en fait dans les outils dans les outils de scoring. À un moment donné, en fait, tous les parcours clients supposent dans le dépôt en fait de documents financiers pour analyse. Et donc, nous, notre ADN, l'intérêt de notre brique techno, c'est qu'on s'intéresse autant à la qualité du document, s'il est complet, s'il est lisible, si une page est cohérente avec une autre, qu'à la data qui contient, parce que c'est cette data-là qu'on extrait, quoi. Et tout l'intérêt de la data, je crois que je prêche des convaincus, mais c'est qu'elle peut être croisée, vérifiée, corrélée, corrigée, et puis corrélée avec des sources aussi externes. Très bien. Du coup, oui, sur les sources externes, peut-être juste pour compléter, parce que c'est véritablement notre cas côté Milo, mais justement, comme nous, on travaille pas mal sur l'enrichissement, ou du coup, que ce soit open ou avec des prestataires, du coup, il y a un enjeu aussi pour en tout cas pour notre entreprise, mais je pense les entreprises de notre secteur, aussi justement sur un peu cette gouvernance aussi de data. C'est-à-dire que certes, elles vont être de qualité, il faut qu'on aille choisir les sources de meilleure qualité possible, mais ensuite, ces datas ne sont pas forcément restituées de la même manière. Et donc, du coup, on doit aussi réfléchir nos services, notamment quand ils vont utiliser plusieurs sources ou croiser des sources, du coup, vérifier que les noms, les prénoms ou tel type de données se nomment bien de la même manière aussi chez une autre source. Et donc, on a vraiment un travail sur ces objets data et cette gouvernance un peu générale pour avancer et enrichir et continuer de développer nos outils. Donc, au-delà de la qualité, c'est aussi la gouvernance, un peu l'overview qu'on peut avoir du coup sur l'ensemble de nos sources. Là, c'est vraiment des problématiques data management avec la gouvernance qu'on veut mettre autour, des catalogues de données, etc., qui sont très importants pour voir qui a accès à la donnée, comment elle est modifiée, etc. C'est ça, et un travail aussi de définition aussi des données. Ouais.
tout ne s'appelle pas tout pareil partout en fait sur l'ensemble des sources. C'est ce qui est, enfin, c'est passionnant, mais Ouais. c'est un vrai travail à faire. Maintenant, on peut parler un petit peu de, voilà, on a une vision globale de vos entreprises. Il serait intéressant maintenant de voir comment elles s'articulent. Est-ce que les uns sont clients des autres? Est-ce qu'il y a des complémentarités? Quelles sont les différences aussi? Voilà, là, il n'y a pas d'ordre particulier. Peut-être commencer par ceux qui sont le plus en amont de la chaîne pour aller faire ça Je me progressivement. permets, je vais me permettre de rebondir, hein, sur, effectivement la question, qui avait été adressée et le sujet de la qualité des données. Il y a effectivement, cet aspect, hein, de la qualité des données qui permet de déceler des comportements, frauduleux de la part d'entreprises. J'ajouterais que même avec, des données, parfois de qualité, on peut aussi observer, ce qu'on appelle des patterns. Alors on peut appeler ça des comportements typiques, en français, qui sont en fait des données justes, mais qui traduisent un comportement qui a été observé de manière récurrente chez des entreprises qui ont été signalées comme frauduleuses. En tout cas, c'est ce qui nous permet aujourd'hui chez CreditSafe d'identifier et de détecter ces entreprises-là. Effectivement, il y a une complémentarité entre, d'un côté, observer des données qui traduisent un comportement, des données justes et de bonne qualité, mais qui traduisent un comportement anormal, et de l'autre côté, effectivement, l'authentification des documents et donc lorsque l'on identifie des entreprises qui utilisent des faux documents, viennent renforcer l'observation de ces comportements. Et viennent même, je dirais, enfoncer le clou lorsque l'on a un doute ou une suspicion sur une entreprise. Et du coup, là, Vincent, vous évoquez peut-être du coup des données financières. Du coup, vous, c'est plutôt des patterns, un peu de mouvements financiers, des choses comme ça. Alors que pour le coup, nous, alors on voit aussi des patterns, hein, qui sont du coup des patterns de profil un peu d'identité, vous voyez, on est justement aussi un peu en amont. Mais en effet, il faut une bonne data le plus précise possible, en fait. C'est ça surtout. Absolument, absolument. Mais effectivement, l'observation de patterns peut se faire à la fois sur des données financières, hein, bien sûr, puisque c'est le principal type de données. En tout cas, beaucoup des critères de l'indicateur exception de CreditSafe reposent sur des données financières, mais on observe également des comportements, des patterns, justement, des comportements typiques sur des données non financières. Donc ça va être, par exemple, voilà, des activités subites, de l'agitation un petit peu subite de la part de ces entreprises. Mais on verra sûrement le détail pour les cas d'usage. Et si je peux compléter, nous, en termes de qualité de la donnée, a priori, on a des données de bonne qualité puisque elles nous sont délivrées directement par les professionnels du droit et du chiffre, donc un expert comptable qui va émettre une plaquette comptable ou un notaire qui va sécuriser un titre de propriété. Mais la question de la source, même si on est capable, nous, Authentic Blockchain, de rendre un document infalsifiable, il y a la question de la source, et c'est vraiment ça, s'assurer de lutter contre l'usurpation d'identité. Donc, on a dû mettre en place tout un parcours d'identification forte avec une collecte de KYC pour non seulement être capable de rendre infalsifiable un document quel qu'il soit, mais surtout être absolument sûr de qui émet le document pour pouvoir ensuite rendre le tout opposable. Et troisième point, c'est l'horodatage de l'information, être capable de dire telle donnée a été recueillie de la part de telle personne et à telle date, voire à telle heure. Donc, il y a vraiment tout l'ensemble de ces informations qui est important si on veut parler de la qualité de la donnée, à mon avis.
Thierry, vous faites du coup un contrôle d'identité au démarrage, c'est ça, avant d'ensuite Oui, envoyer dans la blockchain, en fait, d'accord. tout à fait. Intéressant. Donc, toutes les personnes utilisatrices, donc, qui vont être, encore une fois, des personnes de direction financière ou d'études de notaire ou des avocats, on commence effectivement par faire un contrôle très poussé avec le recueil des KYC, non seulement le recueil des KYC, donc carte d'identité ou passeport, mais D'accord. également un contrôle humain qu'on a bien à faire aux personnes qu'elles prétendent être. Donc, il y a un contrôle humain qui est fait à chaque fois qu'une personne s'inscrit sur notre plateforme pour être sûr qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité. Ok. Contrôle du coup des pièces d'identité, c'est ça que vous faites? Contrôle des pièces d'identité, Et mais également on prend directement contact avec la personne qui s'est inscrite pour s'assurer qu'elle a bien la fonction qu'elle prétend, qu'elle exerce bien cette fonction là où elle annonce se trouver et qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui se ferait passer pour quelqu'un d'autre. Donc il y a la pièce d'identité, il y a une photo avec un code temporaire, il y a également l'échange direct avec la personne. ok. Et c'est essentiellement des entreprises que vous avez ou Donc nos c'est quel type de utilisateurs public? sont uniquement nos utilisateurs sont uniquement des entreprises, des professionnels, c'est un service B2B. Et ces professionnels, par contre, eux vont échanger des documents avec des particuliers, soit recueillir des informations, des documents, des informations de la part des particuliers, par exemple tout simplement un RIB, mais on leur propose de le faire au travers de la blockchain et sous leur contrôle, de sorte que ils sont sûrs d'obtenir, de recevoir les documents dans l'état où ils étaient au moment de l'envoi. Il n'y a pas de falsification possible grâce à ce transfert via la blockchain. Et d'ailleurs, au début, on parlait de data quality, donc de sujets assez techniques, là, de blockchain. Donc, dans toutes nos entreprises, on est sur des technologies de pointe. Comment vous y êtes pris pour faire adopter à vos clients ces technologies qui ne sont pas, a priori, faciles d'accès? Est-ce qu'il y a eu des sujets d'acculturation aux problématiques de la donnée, des modèles, du machine learning? Quelles ont été vos stratégies là-dessus, de manière générale? Moi, je peux répondre rapidement. Aujourd'hui, la maturité du marché par rapport à la technologie blockchain est encore très faible. Le marché est censé arriver à maturité en 2025. Donc, nous, pour acculturer nos utilisateurs et leur proposer la blockchain, on passe par de l'intégration dans des logiciels professionnels, donc des logiciels pour avocats lorsqu'il s'agit d'avocats, des logiciels d'experts comptables pour les experts comptables, etc., qui sont en fin de compte des prescripteurs et qui simplifient le parcours utilisateur. Pour Innovatic, si je peux prendre le relais, en fait, de par notre activité, on est souvent considéré comme activité critique, importante, puisqu'on prend le relais en fait on facilite, on va dire, la vie des analystes pour extraire en fait les données. Donc, de par cette activité critique et importante, en fait, la couche compliance est venue et conformité en fait est venue assez naturellement dans l'offre. Et puis on multiplie effectivement les partenariats avec notamment avec CreditSafe ou Milo qui embarquent en totalité ou en partie en fait nos technos dans leur offre qui est plus globale. Donc, il y a des vrais points d'adhérence entre vos différentes entreprises. Là, on le voit. Oui, pour répondre sur le sujet de la sensibilisation de nos utilisateurs à ce sujet et donc aussi aux technologies qu'on emploie pour détecter les entreprises frauduleuses, tout simplement, nous essayons au maximum de rappeler les enjeux
de la fraude aux faux clients et aux faux fournisseurs, donc celle que cherche à détecter CreditSafe. Il y a d'abord un enjeu individuel, puisque en tant qu'entreprise, lorsque l'on a affaire à une entreprise frauduleuse, on peut perdre du matériel, on peut perdre des actifs, et pour certaines, je dirais ce que représentent les pertes liées à la fraude dans leur chiffre d'affaires est égal aux pertes liées au bad debt dans leur chiffre d'affaires. Donc c'est un enjeu important, mais c'est un enjeu individuel. Mais il y a également un enjeu collectif qui est que, et qui tient notamment, je parlais des similitudes et des différences entre la prédiction de défaillance et la détection de fraude. Une grande différence entre la prédiction de défaillance et la détection de fraude, c'est qu'une défaillance met fin à la vie de l'entreprise défaillante, et fait l'objet d'une publicité dans la France entière, là où une entreprise qui se rend coupable de fraude, celle-ci peut continuer aussi longtemps que personne ne l'a signalé. Donc il y a un enjeu collectif et une importance à s'informer entre professionnels de tout simplement des cas que l'on a rencontrés. C'est pour ça que nous insistons, nous, dans notre communication sur le sujet, sur le signalement. Parce que c'est une manière déjà de s'informer entre professionnels, mais aussi, puisque c'est du machine learning, plus on lui donne à manger, je vulgarise au modèle, plus il sera performant. Donc, plus nous pouvons abonder notre modèle de machine learning de cas et de signalement, plus il sera performant, et donc plus il permettra à nos utilisateurs d'éviter de perdre des actifs. C'est des sujets sur lesquels on est aussi chez Milo. On commence à travailler justement sur l'ensemble sur plusieurs entreprises d'un même secteur qui, du coup, pareil, se passent de manière plus ou moins formelle, parfois des patterns ou des profils comme ça. Alors c'est plutôt de la fraude un peu plus organisée quand même, hein, mais avec des systèmes sécurisés, un peu de listes qui sont plus ou moins partageables suivant du coup les accords de nos clients. Et du coup, pour revenir sur le sujet du coup de l'acculturation, là en effet, je pense que les entreprises voient bien les sujets de fraude parce qu'elles le voient directement du coup sur leurs revenus. Hein, la fraude impacte les revenus. Nous, l'acculturation, on le fait aussi. Donc, en effet, on met à disposition différents modèles, mais justement, on pousse à mettre en place une amélioration constante du coup de nos outils d'évaluation. Et en fait, ça ne peut se faire qu'avec l'entreprise. Ça ne peut se faire qu'avec le client parce que justement, Vincent parlait de patterns de fraude, donc de profils qu'on va pouvoir plus ou moins détecter. Nos modèles sont là pour ça. Mais justement, c'est quelque chose qui est vivant et qui du coup va évoluer dans le temps et charge à nous de bien récupérer ce type de données. Donc nous, on a les outils qu'on conçoit du coup vraiment pour ça, pour pouvoir restituer et dans un accompagnement constant de nos clients, du coup faire cette analyse avec lui pour voir du coup quel type de profil ont peut-être été laissés passer à un moment donné et comment on va réagir très vite pour du coup réentraîner nos modèles, voire mettre un peu de règles aussi, hein, parce qu'il n'y a que du modèle, il y a aussi quelques règles métiers qui sont rapides. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire profiter à l'ensemble de nos clients de ce genre de pattern, parce que autant sur certains secteurs de type automobile, etc., peuvent impacter d'autres types de matériel, d'autres types de véhicules, etc. Donc, c'est ça qu'on fait. Mais cette acculturation, elle est en effet sur la fraude, mais également aussi sur la nécessité justement d'intégrer peut-être, alors des grandes entreprises ont ce genre de positionnement déjà et des secteurs, des services dédiés. Mais justement, là, le travail est aussi très intéressant sur des entreprises qui sont en train de se digitaliser, enfin, ou qui avancent en tout cas sur ces sujets-là et qui découvrent peut-être un peu le côté western, un peu de parcours digital du commerce. Et du coup, n'ont pas forcément encore des services de fraude très structurés. Et c'est pour ça aussi que notre service, notamment de portail, pour les analystes, est là aussi, du coup, pour les accompagner. Voilà. Très bien, sur des sujets d'actualité là autour de la donnée, de la fraude, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ChatGPT par exemple. Est-ce que c'est des sujets qui vous concernent directement? Est-ce que vous avez eu des problématiques en lien avec ça sur la fraude, sur la data?
ou pour l'instant, c'est assez, il n'y a pas trop d'échanges avec ces technos-là? Clairement, nous, on a vu à partir du premier trimestre 2022 une explosion de la fraude opérée par des systèmes de type intelligence artificielle autour d'interceptions de RIB qui circulaient dans des mails et qui, de manière complètement automatique, étaient repérés et le RIB était remplacé par un faux RIB. Aujourd'hui, rien que pour la France, c'est un préjudice qui est estimé à près de 4 millions d'euros par semaine. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle accélère un petit peu la possibilité de falsification. On le voit également sur d'autres types de documents. Par exemple, sur ce qui va concerner des registres d'actionnaires. Donc, oui, il y a vraiment une actualité qui montre que l'intelligence artificielle conduit à une augmentation très forte de la fraude et la rend de plus en plus difficile, à mon avis, de plus en plus difficile à détecter. Après, la détection de fraude, elle peut être, enfin, on revient souvent, en tout cas, il y a une première couche basique, hein, enfin, primaire, on va dire, sur les données primaires. Hein, c'est la première brique en fait que représente Innovatic pour des acteurs comme des partenaires comme CreditSafe par exemple. On dispose de quoi en fait? On dispose soit d'un document, soit d'un flux qu'on peut retraduire en document PDF, et puis dedans on y regarde les chiffres et les mots, quoi. Voilà, c'est assez, que ce soit sur les bulletins de salaire, les relevés de banque ou les bilans des entreprises ou les bulletins de salaire ou relevés de banque des particuliers. En fait, ce que nous demandent en fait nos clients et partenaires, très concrètement, c'est déjà des recherches de mots-clés qui peuvent, j'imagine, après alimenter vos patterns, Vincent et Nicolas. Donc, c'est des mots-clés autour des champs sémantiques des frais, hein, qui signifient pas forcément toujours fraude d'ailleurs, mais en tout cas, ça peut alimenter donc frais administratifs, etc. Des prélèvements ou bien des comportements, des transactions un peu. C'est ça en fait que nous on alimente en fait des transactions d'un compte à un autre. Le fait de pousser en fait assez aveuglément en fait de notre part ces mouvements-là, ou bien des transactions en crypto, etc. Enfin, des mouvements intercomptes qui peuvent à terme en tout cas être suspicieux, quoi, on va dire. Et puis après il y a aussi basiquement aussi la vérification de la cohérence des calculs ou des montants, un solde de fin de mois qui n'est pas égal au mouvement du mois sur un relevé de banque. Ça paraît étonnant, mais on en rencontre, ou bien même dans les bilans, hein, des résultats nets qui sont différents, même si ça vient d'un expert comptable. Le résultat net du compte de résultat n'est pas le même que celui du bilan. Donc tout ça sert, en fait, alimente en fait les patterns sans forcément dire qu'il y a une fraude au final, quoi. Mais ça peut être aussi basique que ça. Puis après, on peut aller un petit peu plus loin dans la cohérence entre interdocuments, en fait, hein, de reconstituer la somme des salaires et de regarder ce qui a été déclaré dans l'avis d'imposition. Ça permet un peu d'alimenter vos machine learning. Peut-être au niveau visuel aussi, parfois des changements dans je sais pas, la police utilisée pour certains documents, un fond qui serait d'une couleur un petit peu différente. J'imagine qu'il y a ce genre de choses aussi. Puis ça pourrait être l'occasion de parler de vos différents cas d'usage de manière assez concrète, voir voilà, vos propositions sur différentes problématiques clients. Si vous voulez, on peut. Je sais pas qui voudrait commencer sur cette partie-là. Moi, je vais commencer sur le sujet qu'adresse CreditSafe. Donc,
la fraude aux faux clients ou aux faux fournisseurs. Donc, je le rappelle, une entreprise qui présente une image faussement fiable pour duper et donc obtenir principalement du matériel et disparaître par la suite sans jamais le payer. Donc nous avons eu plusieurs utilisateurs CreditSafe qui ont été confrontés à ce genre de situation, ce qui a été d'ailleurs la genèse de cet indicateur Exception. Donc très concrètement, aujourd'hui, ce qu'on peut proposer grâce à cet indicateur Exception, donc qui repose sur le machine learning, à la manière de la prédiction de défaillance, ce que l'on peut proposer dès aujourd'hui, c'est de recevoir par exemple une liste de clients ou de fournisseurs, en tout cas une liste d'entreprises identifiées par leur numéro de sirène, et nous renvoyons en réponse à cela un indicateur exception, donc de 0 à 1. 0, évidemment, l'entreprise, le caractère, je dirais, frauduleux de l'entreprise est au plus bas. En tout cas, les suspicions que l'on peut avoir sur la base des éléments à disposition est au plus bas. Et 1, ce caractère est maximal. Par usage, sur les enrichissements que l'on a reçus, ça correspond à environ, je dirais, entre 2 et 5% d'une liste qui est qualifiée, qui est au-dessus en tout cas du seuil de doute. Donc, lorsque l'on reçoit de la part d'un utilisateur une liste avec tout simplement de quel membre de cette liste dois-je le plus me méfier, entre 2 à 5% de la liste est flagué, à vérifier par cet indicateur. Si on a le temps, brièvement, les critères. Alors, on a parlé des données financières, on a parlé de cohérence ou d'incohérence des données financières. Il y a également des données financières qui peuvent être cohérentes, mais anormalement spectaculaires pour le secteur d'activité. Donc, on va avoir des indicateurs de performance clés. Je pense aux résultats à la marge d'exploitation ou à la marge nette ou au cash sur actif qui vont être radicalement, exagérément supérieur à la médiane secteur ou à la moyenne secteur. Voilà, c'est ce type de critères, en tout cas, qui nous font, qui attirent notre attention. On parlait également de données non financières. On va avoir aussi des entreprises qui vont, en termes d'activité, la meilleure image que je peux trouver, c'est l'électroencéphalogramme, vous savez. On va avoir des entreprises qui vont avoir des déserts d'événements, il ne va rien se passer, on va avoir une ligne totalement plate, et puis à un mois donné, on va avoir une concentration subite de changement de dirigeant, de transfert de siège, de changement de capital, etc. En ce qui concerne les données non financières, c'est un comportement récurrent que l'on observe parmi ces entreprises. Sur lequel on fournit des alertes aussi, du coup, nous, à nos utilisateurs. C'est vraiment spécifique ça sur les types d'activités, etc. C'est généralement très, très riche d'enseignements. Absolument. Il y a peut-être un enjeu, en fait. Là, tu parlais, Vincent, de liste fermée d'entreprises, en fait. Tout l'enjeu, j'imagine, de l'écosystème de l'antifraude, en fait, c'est de ne pas pousser trop de faux positifs, en fait. C'est-à-dire que nous, chez Innovatic, on réfléchit à quelle alerte, en fait, on automatise, on systématise, sans que pour autant ça crée trop de bruit, en fait, dans les outils de scoring ou d'analyse, quoi. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, Marvin, tu parlais aussi du document, les types de police, etc. Ça, c'est assez, on œuvre tous les jours là-dessus, mais c'est compliqué de traduire en fait la sagacité de l'œil humain, tu vois, sur des différences de police ou des cellules qui se décalent. Parfois, notre algorithme bute là-dessus, donc ça nous permet d'alerter. Et parfois, il fait un peu trop bien son boulot et on glisse dessus, quoi. Donc, c'est pas toujours simple, en fait, quand c'est relatif à les détections relatives au format du document plus qu'au fond, c'est peut-être ce qu'il y a de plus complexe. Ouais. Oui, et effectivement, et c'est vrai que cette question des faux négatifs ou des faux positifs, c'est quelque chose qui se pose avec toutes les technologies. Nous, en utilisant la blockchain, on fige les documents, donc ils deviennent infalsifiables, mais lorsque le professionnel envoie son document à son client, par exemple,
celui-ci va peut-être faire des modifications sans s'en rendre compte, sans le faire exprès, sans vouloir réellement faire une fraude. Et lorsqu'on va contrôler le document qui aura été légèrement falsifié, enfin modifié plutôt que falsifié, il faut être capable de mesurer est-ce que c'est juste une erreur de manipulation ou est-ce que c'est une fraude intentionnelle. Et donc, nous, on est en train de développer un module spécifique fondé sur l'intelligence artificielle pour détecter ces écarts en termes de contenu par rapport à un document conforme, un document originel. L'idée, ce qui se passe par exemple, c'est le professionnel envoie un document, un titre de propriété. Son client va ouvrir le document, mais avec par exemple un logiciel tel que un document Adobe, un Adobe Reader, et va faire un enregistré sous de ce document, ce qui va modifier le fichier. C'est pas le même fichier. Bien sûr, le contenu est exactement le même, mais c'est pas le même fichier. Et il s'agit pour nous de détecter ce genre de faux négatifs. C'est pas si évident en réalité. Ça va changer notamment l'heure d'enregistrement, de modification, et ça, vous allez peut-être pouvoir le détecter. Voilà, donc effectivement, il va y avoir des cas très simples où ça va être juste changer l'heure d'enregistrement d'un fichier. Il va y avoir des cas un peu plus tordus. On voit par exemple le client final qui va imprimer le fichier qui lui a été envoyé et qui va le scanner et qui va renvoyer le scan. Et donc là, c'est Alors, ça c'est le temps qui vient, on a perdu Thierry. C'est quelque chose qu'on observe depuis des années chez Innovatic, cette tendance à réimprimer et rescanner en fait les documents. Enfin, les liasses fiscales, on a à peu près la moitié des liasses fiscales qu'on traite ont été imprimées et scannées, encore aujourd'hui. C'est pas forcément synonyme de fraude. Peut-être du coup pour dire deux mots également, pour présenter, représenter un peu plus ou approfondir du coup nos produits chez Milo. Peut-être Marvin, du coup, si c'était possible d'aller à nouveau sur nos slides et du coup les slides Milo, mais oui. Grosso modo, nous, on travaille donc d'abord de l'enrichissement de données, donc en tout cas et du coup sur deux aspects. Le premier étant le B2C, donc vraiment un profil plus client, consommateur particulier, qui du coup va venir se présenter devant notre utilisateur. Et là, donc, à partir des noms, prénoms, téléphone, mail, nous, on va faire un peu d'enrichissement et du coup, donc, livrer un score. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette idée de travailler constamment avec nos clients, du coup, sur comment améliorer le modèle. Et on a d'ailleurs une question qui est justement sur cette spécialisation, entre spécialisation un modèle par client, parce que c'est un peu comme ça aussi qu'ils s'entraînent, et avec des vrais enjeux aussi de généralisation, d'universalisation du coup de nos modèles. Alors je ne sais pas du coup, justement sur les types de documents, où j'entendais aussi Thierry parler d'IA, justement, est-ce que ces enjeux-là sont pour lui aussi quelque chose qu'il a aussi en cible. Et puis après, justement, donc par exemple, avec des données de type Credit Safe, mais aussi avec d'autres partenaires, ou aussi en permettant à nos clients d'avoir accès plus facilement à des services comme Innovatic, des services d'ossérisation, des services d'analyse du coup de documents, faire aussi cette couche du coup de valeur, de pré-calcul aussi. Alors je vois du coup que chez Credit Safe, vous en faites aussi pas mal, il faudra qu'on en rediscute un peu, parce que je sais justement on a mis en place un partenariat pour bien qu'on soit justement bien complémentaires, ce serait bien intéressant. Mais du coup, voilà, avec cet enjeu, pour le coup, je pense que là aussi, on a ce côté vraiment particulier qui est vraiment de ces enjeux de data visualisation, de mettre un peu un maximum d'informations. Et puis, sur le score, du coup, on a aussi
le B2B. Donc, on travaille aussi donc, justement sur est-ce que l'entreprise qu'on a en face est une bonne entreprise? Est-ce qu'elle elle est peut-être justement en bonne santé? Est-ce qu'elle n'a pas ce problème d'encéphalogramme dont vous parliez, Vincent? Donc, est-ce qu'on a quelques alertes? Et puis, justement, nous, on va venir compléter avec cette analyse du coup du particulier. Pareil, en allant chercher du coup de la data sur est-ce que la personne travaille bien sur l'entreprise? Est-ce qu'on trouve des connexions aussi? Et avec un enjeu aussi qui est intéressant, sur lequel on est en train de travailler aussi en ce moment, qui est, alors je ne sais pas du coup sur mes collègues, est-ce qu'ils ont aussi ce genre de problématique? Nous, c'est les très petites entreprises, sur lesquelles, du coup, on n'a pas forcément énormément de données financières disponibles, justement, dans les sources un peu usuelles, et on est obligé on est à la limite, en fait, entre une recherche, les recherches un peu classiques que nous, on va pouvoir faire sur du particulier, mais un peu quand même aussi sur des recherches de data. Et on a tout un secteur, là, avec lequel on travaille, justement, qui travaille avec des artisans. Par exemple, on n'a pas forcément des mails d'entreprise, ça va ressembler à des mails perso. On a quand même quelques documents officiels, heureusement, mais voilà, c'est parfois un peu plus complexe de se faire une idée sur ces très petites entreprises, et c'est un de nos enjeux là, du moment. Et peut-être aussi, justement, pour terminer sur nos use cases, nous et nos préoccupations, on est en train du coup de développer aussi nos services sur l'étranger. Et justement, c'est tout aussi cet enjeu de est-ce que justement la data sera la même? Est-ce qu'on va pouvoir la prendre de la même manière? Il y a des formes de normalisation, notamment sur les entreprises, mais justement, ça va faire partie aussi de nos enjeux, et justement d'un plan de recherche et développement qu'on est en train de mettre en place du coup autour de notre offre de scoring et de nos différentes IA. Donc voilà. Je me permets de rebondir, Nicolas, Oui. sur l'aspect international, effectivement, puisque effectivement chaque pays a ses spécificités de données, la donnée allemande, la donnée française, etc. Il faut savoir que le dispositif Exceptions de CreditSafe est une démarche de CreditSafe Group, hein, qui effectivement est portée par l'indicateur Exception pour CreditSafe France aujourd'hui, mais il faut savoir, alors juste la slide d'après, on voit effectivement les services qui sont liés, merci, à cet indicateur Exception. Donc je parlais de l'enrichissement de fichiers. Il y aura effectivement à venir la mise à disposition de cet indicateur dans les API CreditSafe et des commentaires critiques sur les rapports d'information CreditSafe. Et ces commentaires critiques, que l'on appelle alors les Exceptions Alert, sont un dispositif qui a vocation internationale, donc des critères, selon des critères qui ont été définis en amont. Ces critères généreront des commentaires critiques sur les rapports d'information, donc de sociétés allemandes, hollandaises, etc. Pour donner des exemples, hein, ce sont par exemple sur lorsque l'on a des informations, des données similaires. Par exemple, une entreprise qui présenterait soit une raison sociale un peu quasiment identique à celle d'un groupe très connu, ou voilà, des entreprises qui sont sur des adresses de domiciliation, qui vont constituer des grappes d'adresses. C'est aussi un moyen pour les fraudeurs quelque part de se cacher dans une foule. Voilà, ce sont ce type d'alerte, mais effectivement, CreditSafe inscrit également ce dispositif Exception dans une démarche internationale. Vous injectez aussi du coup des listes de sanctions internationales, des choses comme ça. Enfin, c'est surtout de la personne, mais vous faites ça dans ce type de produit? Alors en ce qui concerne, oui. À ce jour, ça ne fait pas partie en tout cas des critères. Ce sont plus des éléments ponctuels qui vont enfoncer le clou. Donc sur des cas spécifiques. Après, il y a effectivement un enjeu de centralisation, hein, qui est sur l'aspect international, qui est l'harmonisation entre les différents pays, qui est un petit peu, je dirais, une belle part du travail à réaliser dans cette démarche. Et c'est là la complémentarité qu'on peut avoir, dans le sens où, ce que je comprends bien, de la manière dont on prend vos sources, c'est vraiment sur la personne morale.
il manque aussi justement parfois des éléments complémentaires sur la personne physique. C'est là où on a une belle complémentarité. Absolument. En termes d'enjeux, on arrive à appliquer les mêmes règles de cohérence comptable en fait dans les bilans étrangers chez Innovatic, européens en tout cas pour le moins, frontaliers on va dire. Le point c'est que ces bilans sont souvent bien moins détaillés. Et du coup, s'il y a nécessité en fait de détection de fraude, elle est plus compliquée, un petit peu plus compliquée à trouver parce que les informations, le détail des charges par exemple est rarement, n'est pas toujours mentionné. Et moi, je crois beaucoup. Enfin, chez Innovatic, on croit beaucoup. Enfin, en tout cas pour enrichir en fait cette activité de l'antifraude au check interdocument en fait, d'un document à un autre, d'une source à une autre. Là, si on, pour élargir un petit peu sur demain, on dispose dans les dossiers clients en fait sont une masse d'informations, dossiers prospects. Que ce soit ça va de l'identité à l'imposition et autres. Et donc, même si l'information n'est pas décelable dans un document, à proprement parler, elle peut être beaucoup plus décelable en fait. À partir du moment où on croise 2, 3 ou 4 documents entre eux. C'est ce qu'on a vu aussi sur nos use cases. En fait, une pièce, un document peut être à un moment donné dans un silo très vrai, et totalement authentique, etc. Mais si on ne croise pas le nom, prénom, avec un autre document, type fiche de paye ou je ne sais quoi, et qu'on n'a pas ce regard un peu transversal, du coup, en effet, c'est là qu'on va trouver également du coup des fraudeurs. Et c'est vrai que dans un contexte international, on est sollicité, nous, par des pays qui n'ont pas forcément autant de formalisme que le nôtre. Donc, des pays en dehors de l'Europe continentale, des pays du Maghreb ou d'Afrique, et qui commencent à regarder un système comme le nôtre, puisque ça leur permettrait, sans avoir d'instance centralisée, sans avoir forcément un modèle généralisé, d'empêcher la falsification des documents. On le voit beaucoup. On a été sollicité, par exemple, par des notaires marocains qui ont des soucis de falsification déjà sur les documents d'identité des personnes qui se présentent à eux. Et donc, on est capable, grâce à la blockchain, de leur apporter une solution dans un contexte où la formalisation est relativement faible. Et puis, également sur l'international, on a le souci des professionnels du droit et du chiffre d'Europe continentale qui vont devoir récupérer des documents de la part de personnes qui sont expatriées à l'autre bout du monde ou de personnes qui vivent dans d'autres pays. Et le transfert de ces informations est toujours une source d'inquiétude. Et là aussi, en faisant transiter ces informations au travers de la blockchain, on garantit l'impossibilité de les falsifier. Donc là, on a un outil décentralisé international qui permet certainement de simplifier les échanges par rapport à ces questions de fraude. Okay, il nous reste quelques minutes maintenant. Si ça vous va, on va prendre question du chat. Alors, je vais commencer par une qui est assez générale, finalement, qui est comment les entreprises peuvent-elles gérer efficacement les faux positifs et les faux négatifs dans leur système de détection de la fraude? Là, c'est vrai que bon, dans tout système de machine learning, on a des faux négatifs, des faux positifs, on a toute la matrice à laquelle il faut répondre. C'est ce que je disais, c'est ce que je proposais du coup au tout début, dans le sens où en effet, il y aura toujours des faux négatifs et des faux positifs, parce qu'en fait, la fraude est justement un peu vivante. Donc, elle va toujours évoluer, toujours trouver, une fois qu'on l'a bloquée quelque part, elle va essayer de trouver une autre faille. Et puis pareil, parfois on a des effets de bord où quand on a un profil qu'on pense être de la fraude, ça va aussi parfois toucher
des gens qui sont complètement honnêtes dans leur démarche. Je pense, justement, je crois que c'est Thierry, vous parliez du coup de personnes qui se sont un peu trompées, on fait plusieurs fois la démarche, on refait un PDF, etc. Je pense, Cécile, tu as aussi le même genre de cas. On ne peut pas se prémunir à 100% de ce genre de choses. Mais nous, pour le coup, chez Milo, c'est vraiment cet engagement à faire régulièrement le point sur nos services et avec les clients et à partir du coup des data qui sont produites pour justement constamment éviter ce genre de choses, s'adapter. Je crois que j'ai vu une autre question pour rester en avance sur les fraudeurs. Alors, là, déjà, au moins, c'est être vraiment le plus proche possible du coup de l'évolution des patterns. Et du coup, avoir se prémunir des faux positifs en sachant qu'il y en aura toujours. Il y aura toujours des fraudes qu'on laissera passer parce qu'on n'aura pas vu tout de suite comment elles fonctionnent et que certains de nos outils auront des effets de faux positifs. Charge à nous, du coup, justement, d'avoir ce dialogue constant et cette analyse constante pour pouvoir lutter contre ce phénomène qui est un peu inhérent à nos systèmes qui sont là pour faire du contrôle et en partie du blocage. Et puis, la meilleure façon de rester en avance, c'est de s'internationaliser, effectivement. C'est d'avoir des patterns qui tournent sur des comportements nationaux différents. Je veux dire qu'il y a des pays qui sont un peu en avance sur des technologies pour avoir des fraudes de plus en plus difficiles à détecter. Et donc, il faut un peu s'inspirer de ces pays-là et des réponses qu'ils ont eues. Oui, en tout cas, chez CreditSafe, il y a effectivement cet échange de bonnes pratiques entre les différentes entités CreditSafe, donc CreditSafe France, Allemagne, Pays-Bas, etc., sur ce sujet-là, pour justement échanger sur quels sont les critères qui sont les plus récurrents chez vous, chez nous, etc. Donc on a un peu cette synergie, on profite un petit peu de cette synergie entre les entités pour justement se prémunir et rester le plus à l'affût possible face à ces cas. D'accord, parce qu'il y avait une question aussi en lien avec ça pour CreditSafe sur la méthode de calcul de l'indicateur. Est-ce que c'est la même en France et à l'international? Est-ce que ça se base également sur des signalements de la part de vos clients? Alors, l'indicateur exception en France, son calcul repose spécifiquement sur des données françaises. Donc, il est spécifique aux entreprises françaises. En revanche, à l'international, ce sera plutôt des commentaires critiques qui seront générés sur les rapports d'information plutôt que de l'enrichissement d'indicateurs. Aujourd'hui, l'enrichissement en indicateur exception est disponible sur les entreprises françaises. Très bien. Donc, on a une autre question également pour Milo. C'était sur les effets de bord. Donc là, les effets de bord, j'imagine qu'on parle des faux positifs. Et comment vous les gérez d'un point de vue service client, risque juridique? Alors, je ne vois pas les questions dans le chat, mais donc du coup, c'est les faux positifs, comment on gère les effets de bord, notamment au niveau juridique? Oui. Pas de question. Comment gérez-vous ces effets non. de bord d'un point de vue service client, risque juridique? Alors, c'est un travail qui est fait du coup avec nos clients, dans le sens où nous, on offre un service de profilage et de détection de risque. Ensuite, charge au métier et à l'entreprise, du coup, de mettre le curseur, du coup, déjà sur l'interprétation de nos scores. Et donc, c'est un travail qui est, du coup, côté de notre utilisateur. Est-ce qu'il pourrait choisir, en fait, si nous, on donne une très mauvaise note à un client qui se présente, de ne pas le bloquer et d'en faire du coup un contrôle renforcé. Et justement, c'est ce qu'on va d'abord préconiser. L'idée de ne pas bloquer le business, mais c'est de donner des indicateurs de risque en disant, nous, on trouve des incohérences sur telle personne qui se présente dans votre parcours d'achat ou d'octroi de crédit. Nous préconisons du coup justement des solutions un peu plus classiques comme du contrôle de pièces d'identité, du contrôle de documents officiels, etc. Donc, avant de penser finalement à un blocage
de ce type de client, on va d'abord plutôt l'emmener sur des contrôles qu'on appelle un peu de friction, des contrôles un peu plus avant, parce que c'est nécessaire, parce que nous, on y voit des cohérences. Après, c'est donc plus trop dans le scope de Milo, mais moi, c'est un scope dans lequel j'étais, parce que j'étais quand même aussi fraud analyste pendant assez longtemps, et j'ai dirigé ce genre de projet. En fait, dans la loi, on doit toujours donner la possibilité aux clients, du coup, de pouvoir éventuellement montrer, du coup, contacter peut-être un support, contacter une entreprise pour dire, mais en fait, je n'arrive pas à acheter, je suis bloqué d'une certaine manière, et qu'ils puissent, du coup, nous donner la preuve de sa légitimité. Cependant, ça revient à demander finalement des papiers d'identité. Donc, nous, ce qu'on va permettre en fait sur un score, c'est d'automatiser ça sans qu'il y ait du coup de contrôle humain. Et c'est d'abord faire ce genre de choses pour aller, in fine, si on a des doutes, si on n'arrive pas à déterminer le profil, laisser quand même la main au client pour faire ces contrôles. Et Thierry, avec la blockchain, peut-être qu'on peut faire un traitement un peu particulier sur les faux positifs. C'est une technologie qui permet de faire quelque chose de différent. En fait, oui, la blockchain, la particularité de la blockchain, les deux avantages de la blockchain, c'est d'une part, ce qu'on écrit dans la blockchain ne peut être ni modifié ni supprimé. Donc ça permet d'avoir une référence qui perdure dans le temps et à laquelle on peut toujours aller comparer un document pour savoir si on a affaire à un document conforme ou pas à un original. Le deuxième avantage de la blockchain, c'est un eurodatage certain, c'est-à-dire vraiment apporter une preuve d'antériorité à un document, donc ce qui peut être utilisé par tout juriste ou comptable. Donc ça, ce sont les deux avantages. Le revers de la médaille, c'est que lorsqu'on a inscrit quelque chose dans la blockchain, on ne peut pas le supprimer. Donc ça peut par exemple poser des questions en termes de RGPD. Et puis, ce qui est inscrit est extrêmement précis. Et la difficulté par rapport à des documents qui peuvent être légèrement modifiés par erreur, c'est d'être capable d'identifier un document qui n'est pas conforme exactement, mais qui est bien le même document en termes de contenu que ce qui avait été prévu. Et ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas résoudre juste avec la blockchain. C'est pour ça qu'on va faire appel à un processus d'intelligence artificielle. La problématique étant que nous, système décentralisé, on ne stocke pas les documents. Donc, il faut être capable de comparer des documents alors qu'on ne les a plus forcément entre les mains. Donc, d'où la nécessité de faire appel à des technologies vraiment innovantes. Très bien. On va prendre encore quelques questions. Une question un peu précise peut-être pour Milo, qui sont vos clients? Alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, en fait, on va s'adresser en fait à donc, par nos scores plutôt B2C ou B2B. En fait, en grande partie, nos clients vont être des organismes d'octroi de crédit, et on est en train d'ouvrir justement nos outils et nos services plus du côté marchand. On travaille aussi beaucoup sur les captives auto, tout ce qui va être donc location d'automobile, location longue durée. Voilà, on a démarré beaucoup justement par les fondateurs de Milo, du coup, sur vraiment l'aspect risque crédit, évaluation du risque crédit. Et en fait, on est en train d'ouvrir nos scores à d'autres secteurs de location, mais également maintenant aussi dans le secteur marchand. D'accord. On avait également une question qui a été posée un peu plus tôt sur quand on parlait d'électrocardiogramme pour les données non financières. Pour surveiller cet électrocardiogramme, est-ce que ça veut dire qu'il faut en permanence
regarder les données? Est-ce qu'il faut avoir une veille constante, Vincent, pour ça? Oui, alors nous proposons chez CreditSafe des services de surveillance puisque nos données sont mises à jour quotidiennement. Donc lorsque l'on reçoit des événements de différentes sources, cela va générer des alertes qui seront destinées à nos utilisateurs s'ils les ont paramétrées. Et de la même manière, l'indicateur exceptions sera recalculé tous les jours à partir des nouvelles informations qui sont reçues quotidiennement. Donc effectivement, le fait je dirais, d'utiliser l'indicateur exception et d'utiliser la surveillance CreditSafe, effectivement, permet d'être informé si demain l'entreprise passe de 0 à 10 événements pendant le mois. Donc là, je regarde toujours dans les questions. Je crois qu'on a fait le tour, hein, les questions qu'il y avait. On pourrait peut-être en prendre une dernière sur le raccourci qu'il est possible de faire entre anomalie et fraude. Anomalie et fraude probable. Et comment faire pour effectivement ne pas automatiser ce raisonnement et ne pas considérer que chaque anomalie est une fraude. Alors, pardon, Cécile, j'allais simplement dire, c'est tout l'intérêt du modèle de machine learning, c'est qu'il permet justement d'observer une concordance de facteurs plutôt que de condamner des facteurs isolés. Voilà. Et puis, lorsque tu poses des anomalies, en fait, des alertes sur anomalies, chez Innovatic, on les spécifie de façon la plus détaillée possible. C'est ça, c'est du détail, il faut plus de data et avoir un grand nombre de data pour justement avoir plusieurs critères, un grand nombre de critères sur lesquels se baser pour mitiger en fait les formes d'anomalies ou d'incohérence en fait. Très bien. Ah, Alexandre, on ne vous entend pas. C'est mon micro. Merci à tous, merci à tous les intervenants. Merci à toi aussi, Marvin, d'avoir animé ce webinaire sur la détection de la fraude. Finance Innovation organise en octobre prochain un événement, le DAFD, qui touchera donc toutes les directions financières en partenariat avec la DFCG. Et on aura notamment une table ronde sur la détection de la fraude, comment anticiper, comment construire un jeu de données, comment analyser la data. Donc, je vous invite à nous rejoindre le 2 octobre prochain. Et merci à tous pour toutes ces données, cette documentation et cette expertise. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Ciao. Au revoir. Merci.